Rinascimento italiano, un podcast réalisé par l'étudiant du lycée linguistique Lagrange di Vercelli. Léonard de Vinci a été qualifié par le physicien Fritjof Capra des premiers botanistes modernes et premier écologiste de l'histoire. Léonard est parmi génial et éclatique, en plus d'être artiste, inventeur et bien des autres choses encore, était un scientifique capable, à travers l'art, d'explorer les mystères de l'homme et de la nature. À travers une vision très moderne, il a compris les liens étroits entre l'homme et la nature, d'où la référence précédente au terme écologie, entendu comme la science qui étudie les relations entre l'être vivant et l'environnement dans lequel ils vivent. Cependant, pour souligner ce sens de mystère et inaccessibilité des mécanismes du monde, à des références naturalisme précisées s'accompagne une possible lecture symbolique comme dans le cas de ces merveilleux paysages rocheux. Ce qui marque sa formation et par la suite son activité est sans aucun doute l'étude incessante de la réalité, de l'homme et de la nature, comme cela s'est produit pour chaque grande scientifique. Il me semble que ces sciences sont vaines et pleines de erreurs qui ne sont pas données par l'expérience, mais de toute certitude. Léonard attribuait également un rôle privilégié à la peinture et avant tout au dessin conçu comme un outil d'investigation et de connaissance du monde. Léonard est un personnage bien connu du public français, tant pour des raisons biographiques. Il passera les dernières années de sa vie à Amboise, qui pour des raisons artistiques. La Vierge des Roches et la Joconde, dont nous parlerons aujourd'hui, sont conservées à l'œuvre. Léonard est né à Vinci en 1452 et il a une formation autodidacte. Il se définit lui-même comme homme sans lettres. Bien que Florence, à l'époque, il pouvait se confronter aux grands intellectuels de son temps, liés au cercle de médecine. La première période de formation de l'artiste se déroule à Florence, dans la tanière de Verrocchio, aux côtés de Botticelli. Vers 1470, il est devenu membre du cercle de Lorenzo de Medici. Il s'installe à Milan en 1422 chez Louis Ludovico Sforza après l'invasion de Louis XII. 1499, il voyageait à travers l'Italie, Mantoue, Venise, Rome, Florence, à l'époque de Savonarola, avant d'installer définitivement en France. Compte de raison ce jour milanais, plusieurs hypothèses ont été formulées. Peut-être espérait-il pouvoir s'insérer dans un contexte culturel particulièrement intéressé par les sciences, ou peut-être-il été envoyé dans le nord d'Italie par son mécène florentin pour des raisons diplomatiques, afin de représenter la grandeur de Florence et d'observer ce qui s'est passé dans les cultures les plus importantes d'Italie. Dans les domaines picturaux, sujet sur lesquels nous nous concentrerons tout au long de notre étude, ce qui émerge comme le plus intéressant n'est sans aucun doute l'introduction par Leonardo della technique de sfumato et à partir de celle-ci de la perspective aérienne, aussi appelée la prospettiva dei perdimenti. Ces innovations permettent en effet à l'artiste de réaliser une série d'œuvres novatrices qui vont au-delà de l'aspect technique. Le sfumato permet non seulement une certaine adhérence aux données réelles, impliquant de manière fidèle la perception visuelle humaine, mais aussi de signaler ce que Vasari définit comme le mouvement de l'âme. Grâce à un jeu de clair-obscur et de dégradés qui estompe progressivement, le spectateur est capable de pénétrer dans les mystères des personnes et des paysages représentés, tout en étant conscient que la nature de l'homme et du monde continuera à conserver des secrets. Pensez par exemple au visage énigmatique de la Joconde. Selon Léonard, la figure ne sera pas louable si elle ne montre pas la passion de son âme, et encore, le bon peintre doit peindre deux choses principales, à savoir l'homme et le concept de son esprit.
L'inclusion de sfumato de plus permet sur le plan visuel de mettre en évidence un autre aspect chez l'auteur, l'effort lien qui existe entre l'homme et la nature, car cette technique permet de créer une sorte de fusion entre l'objet et l'espace, en peignant des modèles vivants et vibrants. La perspective aérienne permet de créer ces différences que l'air produit naturellement. Cette théorie de la perspective aérienne s'inspire d'observations fines et précises de la nature, du phénomène de l'irradiation de la lumière par les corps et des tonalités chromatiques liées à la distance de l'observateur. De plus, en tant qu'homme de science, Leonardo avait remarqué que l'air n'est pas totalement transparent, mais a une teinte bleutée, et en se plaçant entre nous l'objet observé, il modifie les tonalités et rend les contours lumineux. Avec Leonardo da Vinci apparaissent des tons adoucis, des paysages qui se perdent au loin, des nuances lumineuses subtiles, des transitions délicates de clairs-obscurs. Tout cela donne à la peinture un effet doux et même en vue rapprochée. Il est presque impossible de distinguer les groupes de pinceaux qui composent la pâte chromatique. L'artiste, pour obtenir des résultats toujours plus optimaux, utilisait souvent des doigts ou des morceaux de tissu et employait des couleurs transparentes appliquées en couches superposées. Comme nous l'avons dit, Léonard se montre un observateur attentif de l'homme et de la nature à de nombreuses et diverses occasions, parfois même à travers des simples détails. Les ailes de l'ange dans la célèbre Annonciation, conservée aux Uffizi, qui semblent entre les véritables ailes d'oiseau plutôt que celles d'une créature céleste, ou encore le parfait Hermelin que Cecilia Gallerani tient dans ses bras dans le célèbre portrait La Dame à l'Hermeline, aujourd'hui à Cracovie. Dans cet épisode, comme annoncé, nous parlerons de deux œuvres de Léonard conservées en France, La Vierge de Rocher et La Joconde. La Vierge des Roches. C'est une peinture à l'huile sur toile réalisée entre le 1483 et le 1486. Cette œuvre a été commandée pour être exposée dans l'église de San Francesco à Milan. Toutefois, l'artiste en a fait deux versions. La première est conservée au musée du Louvre à Paris et la seconde qui se trouve à la National Gallery à Londres. L'œuvre représente la rencontre entre Jésus-Christ enfant et Jean-Baptiste. Les figures apparaissent sur un fond sombre et le paysage rocheux est caractérisé par des plans typiques de cet habitat. Au centre du tableau, on voit Marie qui touche l'épaule de Jean-Baptiste en genouillé pendant que Jésus le bénit. À côté de Jésus est représenté aussi un ange souriant qui indique Jean-Baptiste. Léonard utilise la technique du sfumato, ce qui permet d'obtenir un meilleur rendu des personnages et donc d'intégrer les figures représentées à l'environnement. En effet, les contures de corps et des vêtements se font avec le décor. Dans les Vierges des Roches, Léonard réussit à créer une parfaite illusion de perspective et à imiter l'effet optique du brouillard en estampant les couleurs entre elles et en excluant les effets de lumière. Dans cette œuvre, le thème central est la recherche du rapport entre lumière et ombre. Les recherches approfondies de l'artiste sur la nature trouvent également des traces dans le tableau, soit dans la production précise de plans comme par exemple la Primula vulgaris ou Anemone hepatica, symboles respectivement de la vertu et du sang du Christ, soit de la forme et la structure des roches. C'est pourquoi Léonard a été qualifié géologue et botaniste. La présence si importante des roches a également été interprétée dans son sens symbolique comme un lieu du mystère, un lieu inaccessible, difficile à atteindre et donc comparable à la vertu, et lieu du religieux. La Joconde. Selon Vasari, Léonard commença à faire le portrait de Mona Lisa, la femme de Francesco de Giocondo, et après 4 ans, il le laisse imparfait. La femme représentée peut être Lisa Gherardini a immédiatement eu un grand succès en raison de certaines particularités que nous tenterons d'analyser. Principalement liées à la technique déjà décrite du sfumato et de la perspective aérienne. Elle permet en effet d'annuler le contraste de tous les éléments, définir les formes par délicates transitions de couleurs et de lumière. Elle livre ainsi un paysage de atmosphère presque primordiale, en constante évolution avec des pics rocheux du sédiment de vapeur de la Terre. L'air devient impalpable, les détails bien que présents ne sont plus soumis à une vision lenticulaire comme celle de peintres flamands. La même vagueur du paysage est également présentée sur les visages de la femme. Certains détails indéfinis, comme les coins de la bouche et les yeux,
soulignant le caractère voyant du sujet, qui néanmoins constituait une attitude naturelle. De ce tableau émerge la conception de la beauté selon Leonardo, qui est donnée par l'accord intime entre les choses créées et l'idée selon laquelle la figure romaine fait partie du même univers. Enfin, émerge la poétique de Leonardo, la recherche d'une relation entre les aspects perceptibles et la dimension surnaturelle afin de saisir l'ordre caché.